Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Vous voulez en apprendre plus sur l'univers du comic book américain? Eh bien, il me fait grand plaisir de vous présenter cette entrevue que j'ai eue avec le dessinateur Yannick Paquette, qui a travaillé tant pour l'univers de Marvel Comics que celui de DC Comics et également de certaines compagnies indépendantes du comic book américain. Il est né le 22 avril 1974 à Saint-Hyacinthe. Il réside présentement à Montréal. C'est un dessinateur qui a été nominé pour un prix Eisner. Il a gagné un prix Shuster. Il a plus de 30 ans de carrière dans lequel il a travaillé à travers des compagnies comme Topps Comics, Wildstorm, Marvel, DC Comics. Il a travaillé avec des grands comme Alan Moore, Grant Morrison, Scott Snyder. Il a mis son dessin sur Wonder Woman, Superman, Batman, les X-Men, Swamp Thing. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir ici à l'émission en entrevue M. Yannick Paquette. Yannick, bonjour. Salut. Yannick, si on commence dès le départ, elle vient d'où cette passion du dessin? Ben moi, en fait, étant québécois, j'ai pas, mon premier contact, c'est le marché franco-belge. Fait que j'ai lu mes Astérix, mes Tintins, mes Boules et Bill, tout ça. Mais l'idée de faire du dessin pour gagner ma vie, c'était pas quelque chose qui me semblait très réaliste. Le marché européen, c'était loin. Le marché américain, ça semblait comme quelque chose qui existait à peine. Mais j'ai toujours dessiné pour le plaisir. Je m'en allais en biologie. Moi, c'était ça ma direction initiale. Puis, je faisais des illustrations dans le journal étudiant, des illustrations pour moi. Toujours juste un plaisir de dessiner comme ça, sans prendre ça très au sérieux avant, disons, la moitié des années 90 où là, j'ai décidé de y aller avec un peu plus de sérieux puis apprendre les bases techniques, la perspective, l'anatomie, de façon très disciplinée. Mais c'est quoi qui a été l'élément déclencheur pour dire que vous passez de la biologie au dessin? Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une espèce de crise existentielle. Moi, je m'en allais, pour être plus spécifique, je m'en allais en entomologie. C'est l'étude des insectes. Oui. Quand j'étais jeune, j'avais des collections d'insectes. Je passais mes étés dans des champs, ramasser des bébites, puis à les identifier. Bon, tout ça. Le véritable cauchemar d'une mère de famille, quoi. Ouais, non, mais je pense qu'elle était capable de. Hey, j'en avais en captivité aussi, là. Il était pas mal plein bord. En rétrospective, là, j'avais des trucs assez. J'avais des insectes assez épeurants aussi. J'avais des gros létossaires qui mangent des grenouilles, tu sais. En tout cas, j'avais des aquariums, tout ça. Tout ça pour dire que c'était une passion. Puis quand t'es jeune, puis t'aimes une affaire, ben là, tu te builds d'un genre de plan de match. Peut-être, je pourrais devenir un entomologiste plus tard. Puis j'avais une espèce de vision
probablement déformé et romantique de ce que pourrait être l'entomologie, qui était plus proche de la vie d'Indiana Jones dans les jungles incroyables, trouver des spécimens non répertoriés encore d'incroyables scarabées, tout ça. C'est pas exactement ça, en fait, la vraie job de l'entomologiste canadien. C'est beaucoup plus associé à l'étude d'insectes parasites qui ont un impact sur des récoltes ou des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, j'ai eu à faire le point. Bon, c'est-tu vraiment ça que je veux faire? Et le timing aura voulu que dans les années 90, la BD américaine allait extrêmement bien. C'est le début de Image. Les comics ont toujours bien fonctionné aux États-Unis, mais là, dans les années 90, ça vendait à coups de millions là, de copies. C'était l'enfer. Il y avait plein de petites compagnies qui avaient émergé dans cette vague-là. Ça devenait plus facile pour les jeunes artistes de se trouver des premières jobs dans ce contexte. L'histoire a révélé que c'était une bulle spéculative, cet enflement des ventes-là. Il y a eu quelques bons coups des années 80, des comics qui se vendaient 5 soudainement en valaient 200, genre les Teenage Mutant Ninja Turtles. Il y a une couple d'exemples comme ça. Fait que les spéculateurs de Wall Street ont dit, bah, ben, on va acheter des boîtes et des boîtes et des boîtes de comics. Puis si on a un bon coup là-dedans, ça va rapporter. C'était comme une mauvaise étude de marché. Puis finalement, dans la deuxième moitié des années 90, là, quand j'ai commencé à travailler, toutes ces petites compagnies-là ont déboulé, faisaient faillite. Puis Ouais, c'était l'hécatombe. C'est ça, c'était la période où même Marvel et DC avaient eu des problèmes monétaires à cette époque-là. Ouais, Si je me trompe pas Marvel aussi. est tombé sous faillite au moment où je travaillais chez eux. Hein. Ouais. Fait que c'est quoi qui a fait finalement, c'est-à-dire comment vous êtes rentré dans ce monde professionnel-là du comic book? Parce que vous êtes un bonhomme de Montréal et là, ben, on parle d'un marché américain. Comment qu'on fait pour pénétrer ce marché-là? Ouais. Ben, la révélation s'est passée. Il y avait à Montréal des conventions de comics. Ben, il y en a une maintenant assez grande, là, mais à l'époque des années 90, il y en avait une petite dans un lobby d'hôtel. Et fait que là, tu pouvais échanger, acheter des comics, tout ça, rencontrer des artistes. Et j'avais rencontré des artistes québécois, dont Denis Rodier, qui est maintenant connu pour La Bombe et d'autres trucs, mais à l'époque, il était à l'encreur sur Superman. Gabriel Morissette, puis c'est des gars de Montréal qui vivaient de la bande dessinée américaine. Fait que c'était une espèce de déclencheur de c'est possible de rester ici puis travailler pour ce marché-là. Sinon, ça me semblait comme une espèce de truc extraterrestre et inaccessible. Et la façon de faire, on parle de avant l'Internet, là, la façon de faire, c'était d'envoyer des pages de samples, comme 4 ou 5 pages d'histoire, peut-être une ou deux illustrations, par la poste à chacun des éditeurs dont je pouvais trouver le nom. En consultant les comics que j'achetais. L'adresse de Marvel, DC, même des petites compagnies, était inscrite dans l'espèce de notice légale. Fait que c'est facile d'envoyer un enveloppe à cet endroit, à cette adresse-là, adressée à l'éditeur du livre, puis là, t'envoies des trucs. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs, peut-être un ou 2 ans sans vraiment de résultats positifs, mais à chaque petite convention, j'allais montrer aussi mes samples à Denis Rodier et à Gabriel Morissette, et eux me donnaient des conseils pour m'améliorer, mais tranquillement pas vite. Je suis devenu assez bon pour travailler dans des petites compagnies exécrables qui m'ont jamais payé parce que c'était le moment où est-ce qu'ils faisaient tous faillite. Mais faire 22 pages, quand tu as l'idée d'obligation que quelqu'un attend ces 22 pages. Après tes 22 pages, surtout quand c'est ses premiers livres, ben, tu es comme 3, 4 fois plus. Tu es meilleur. C'est exponentiel au début, l'amélioration. Éventuellement, ça plafonne un peu plus tard. Mais je pense que le truc, c'est de réussir à avoir une raison professionnelle de dessiner, payée ou pas, dans mon cas, juste pour s'améliorer. Comment, à partir du moment qu'on perce le marché du comic book américain, comment qu'on fait pour créer son style de dessin? Parce que, je vais être franc avec vous, moi, ce qui m'a accroché à Yannick Paquette, c'était Swamp Thing dans le New 52. Après ça, j'ai eu la chance de voir votre œuvre magistrale pour Wonder Woman Earth One. Mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je vois une page de dessin, on est habitué, surtout dans les comics des années 80-90, avec des carrés pour faire la bande dessinée, puis finalement quelque chose qui se passe là-dedans. Vous, à chaque fois que je voyais une page, j'avais l'impression que c'était une œuvre d'art, une peinture.
Et ce que je trouvais vraiment intéressant dans votre concept, ou dans votre style, c'est vraiment la façon que vous faisiez justement les séparations avec les différentes images. Comme dans Swamp Thing, ça pouvait être des plantes ou des arbres même à un moment donné où est-ce qu'on voit un arbre et puis on voit les branches qui font les coupures des différents dessins. Moi, je trouvais ça fascinant. Comment que vous avez fait pour créer ce style de dessin? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé rapidement ou il a fallu prendre des cours, on a eu des inspirations, il y a une expérience personnelle à travers ça? En fait, on parle mon utilisation des tours de cases ici. À un moment donné, j'ai eu la réflexion que, bon, quand il a commencé à avoir cette vague-là d'adaptation de BD à la télévision ou en film, pour moi, j'avais rencontré dans cette période-là un auteur que je ne vais pas nommer, là, mais un très grand peintre. Fait qu'il faisait des super peintures pour les couvertures, puis après ça, il engageait un jeune homme qui, qui, qui avait aucune réclamation sur les droits d'auteur pour créer un comic qui, ultimement, allait tout simplement devenir une espèce de proposition pour Hollywood. Fait que tu peux amener ton comic sur la table d'un producteur, puis là, ce producteur-là l'achetait pour faire un film ou même juste acheter les droits, tout simplement. Et ça me paraissait comme le comic devenait tout simplement un article de vente pour les films, où là, c'est le vrai produit, c'est le film, le vrai produit, c'est le show de TV, mais le comic, c'est genre la version cheap, mettons, la version temporaire du film. Et moi, j'ai juste réfléchi que pour justifier l'existence de la bande dessinée comme une forme d'art qui est capable de faire des trucs que les autres formes d'art ne sont pas capables de faire, donc il faut exploiter ces espèces de capacités de la BD-là que les autres n'ont pas. Donc, des histoires comme le tour de case, utiliser l'ensemble des pages comme une espèce d'élément graphique. C'est sûr qu'on peut faire une adaptation de Swamp Thing, de l'histoire que j'ai fait avec Scott Snyder au cinéma, mais on va perdre énormément de la virtuosité graphique, l'espèce de trip visuel en fait, c'est uniquement prendre possession des outils qui sont typiques de la BD, qui sont uniques à cette forme d'art-là. Les tours de cases dans Swamp Thing, puis d'ailleurs dans mes autres projets, ça peut avoir l'air chaotique et fou, là. Mais pour moi, j'utilise vraiment de façon extrêmement méthodique. C'est des leitmotifs, en fait. Tout dépendant le type de tour de case, ça implique que ce qui se passe dans le contenu de la case, mon Dieu, je vais essayer de rendre ça simple, ça devient compliqué, mais quand Swamp Thing gagne, mettons la situation, c'est lui qui est héroïque dans la case, ben là, le tour de case, c'est un tour de case qui est associé à c'est son tour de case. Mais si le méchant a le haut pas de la situation, ben là, le tour de case devient associé, graphiquement c'est différent, puis c'est associé au méchant. Pour moi, c'est un peu comme, tu sais, les amateurs un leitmotiv, c'est un petit cue musical pour ceux qui aiment Star Wars. Tu peux entendre le thème musical de Yoda ou de Darth Vader, qui est encore plus connu, là. Avant même de voir Darth Vader, on sait que Darth Vader s'en vient parce que le thème musical arrive. Mes tours de case, c'est un petit peu la même chose. Je peux montrer les tours de case du méchant avant qu'il se pointe, sachant, puis ça crée la tension que le méchant s'en vient parce que le tour de case est déjà rendu. Puis les tours de case, ce n'est un des éléments que j'utilise pour justifier l'existence de la BD. Là. Il y a aussi des histoires de stacking d'informations, plein de trucs qui peuvent être uniquement accomplis en BD. Donc, quand vous créez votre style au départ, quand vous arrivez dans les compagnies de comic book, aviez-vous déjà suivi des cours ou est-ce qu'on s'est mis à travailler et à étudier les formes? Parce que je suppose que quand vous étudiez ou que vous faites du dessin, il faut étudier comment, je suppose, le linge se comporte, comment les muscles sont faits, tout ça. C'est sûr et certain que si on est quelqu'un qui est en biologie, ça aide beaucoup parce que vous savez déjà comment que la forme humaine est faite. Mais est-ce que c'est des cours que vous avez pris ou c'est vraiment on essaye puis on réessaye jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on désire? Ouais, moi, j'ai pas fait de cours de dessin Okay. spécifiquement.
Vraiment, je crois que l'observation de la réalité, c'est le meilleur, le cours que tu peux faire. Fait que tu regardes comment fonctionnent les muscles dans le. Tu sais, dessiner une main, par exemple, puis si on est droitier ou gaucher, il y a toujours l'autre main qui devient la référence très disponible à tout moment, là. Fait qu'il n'y a plus de raison de plus savoir comment fonctionnent les doigts, puis c'est exercer l'œil à observer la réalité. Euh, Cela dit, le style spécifiquement, la façon que je dessine, c'est pas quelque chose qui est très contrôlé. Tout le monde essaie de faire le mieux qu'on peut, dessiner le mieux possible. Puis bon, il y a des trucs, il y a des préférences, il y a des artistes qui nous ont influencés dans le passé, il y a des valeurs personnelles. Moi, je suis assez baroque quand je dessine. Je surcharge plus naturellement mes trucs. Il y a d'autres artistes qui se sentent plus minimalistes, ou il y a des gens qui vont plus s'intéresser à l'énergie, par exemple. Les dessins vont être très énergiques, très gestuels. Fait que, mais ça, c'est la personnalité qui est transposée. Je pense pas que c'est un choix personnel, jamais. Et en bande dessinée américaine, peut-être par opposition à la bande dessinée européenne, où souvent l'auteur et le dessinateur, bon, c'est la même personne, et le monde vont se ramasser à dessiner des trucs dans un style qui font l'affaire de comment ils écrivent. Ils vont écrire des histoires en fonction de comment ils dessinent. Il y a une espèce de, pas de complaisance, mais une espèce d'un univers restreint j'écris des histoires pour comment je dessine. Tandis qu'en bande dessinée américaine, moi, il faut que je sois un genre de pianiste virtuose qui est prêt à recevoir un script qui peut être n'importe quoi, là. Ah, c'est des chevaux qui attaquent une épicerie, des chevaux robots qui attaquent. Il faut que je sois capable de faire ça rapidement sans me poser la question de ah ben non, c'est pas quelque chose que je suis à l'aise à dessiner. Il faut que je sois à l'aise à dessiner absolument n'importe quoi, là. Mhm. Comme un pianiste de concert qui est capable de lire à vue n'importe quelle partition de concerto, là. Ça va m'amener à, on arrive dans une entreprise, donc une compagnie, que ce soit Marvel, que ce soit DC. Je suppose que ça doit fonctionner un peu comme le cinéma, c'est-à-dire que soit que vous êtes à contrat ou encore vous êtes signé pour être exclusif à une compagnie. Une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un auteur qui vous choisit pour dessiner? Est-ce que c'est la compagnie qui vous donne un contrat et dire tu vas dessiner, mettons, dans le Batman ou tu vas dessiner dans les X-Men? Comment ça fonctionne à partir du moment que vous rentrez dans une entreprise? Bon, moi j'ai été exclusif chez DC, mais il n'y a pas vraiment de différence entre être exclusif pour une boîte ou être indépendant, honnêtement, surtout dans un contexte canadien. Je pense que pour les Américains, ils ont comme des assurances dentaires, des trucs, comme quand ils sont sur le payroll. Pour moi, ça change pas grand-chose à part que je suis payé plus cher par page quand je suis exclusif. Et exclusif, ça veut tout simplement dire, ben, va pas travailler chez les autres. Tu sais, tu travailles Ouais. chez DC, ils font beaucoup de battage publicitaire autour de ton nom, puis bon, ils sont bien excités de faire la promotion d'un projet. Mais là, ah, tu t'en vas travailler chez le compétiteur. Pour éviter ça, ils vont signer exclusif certains auteurs, puis j'ai été souvent signé exclusif avec eux. Cela dit, pour construire les équipes créatives, c'est vraiment le travail des éditeurs. Fait que là, les éditeurs vont regarder, bon, pour tel livre, ça serait intéressant de prendre tel écrivain, puis parfois, ils peuvent demander à l'écrivain des conseils à qui t'aimerait qu'il dessine l'histoire et tout. Puis là, ils vont me contacter, puis ça fait dans mon horaire. Puis moi à l'époque, ben là, je manque moi-même. À l'époque, j'avais besoin d'un encreur, juste pour faire ça simple. Là, pour faire un comic, c'est comme un peu une construction d'une automobile dans une chaîne de montage. Là. Il y a l'éditeur qui va décider c'est quoi l'équipe créative. Il y a l'écrivain qui écrit un scénario. Il y a le penciler qui le fait au crayonné. Il y a un encreur qui va ancrer le crayonné pour que ça soit facile à reproduire. Il y a quelqu'un qui va faire la couleur, il y a quelqu'un qui va faire le lettrage et tout ça. Puis ça passe un après l'autre pour avoir un comic de 22 pages à tous les mois. Maintenant, moi, je manque moi-même, mais je fais plus de comics de 22 pages par mois. J'ai rendu un peu plus. Je fais des projets plus à long terme. Mais c'est ça, c'est vraiment l'éditeur qui va construire des équipes. Moi, dans ma carrière, j'ai été associé beaucoup à Grant Morrison, entre autres parce que c'est Grant Morrison qui est un immense auteur qui m'exigeait sur ses projets. Fait que j'ai fait avec lui plein de trucs, là. J'ai fait, je vais pas te les nommer, mais j'ai travaillé là.
la majeure partie de ma carrière avec Grant. Et là, Grant est tellement grand que les éditeurs qui n'ont rien à dire, là, c'est comme Grant, il va dicter c'est quoi l'équipe avec laquelle il veut travailler. OK. Et lorsqu'on commence à travailler avec un écrivain, elle se fait comment la communication? Est-ce que tout est dans le script ou est-ce que vous vous adressez, vous parlez avec l'écrivain puis il vous dit ce qu'il veut ou il vous laisse une assez bonne, je pourrais dire, liberté dans vos choix artistiques? Ouais, ben ça dépend avec qui on travaille. Moi, je prends beaucoup de liberté avec le script. Je me donne une grande marge de manœuvre. Et probablement que certains auteurs, ça les fatiguerait énormément. Des gens comme Grant Morrison, t'as besoin de faire ça. T'as besoin de prendre possession du script d'une certaine façon, puis d'y aller avec ta personnalité. Et parce que ma personnalité, bon, j'interprétais son scénario de façon que je le faisais. C'est pour ça qu'il aimait ça. C'est pour ça que qu'il me redemandait toujours, etc. Euh, Avec Grant, c'est à travers le scénario. Fait qu'il m'envoie un scénario, je le lis, je dessine des pages. Souvent, c'est pas un scénario complet, c'est un scénario partiel. J'envoie des pages. Puis notre communication est à travers le travail. On se parle on s'est jamais pratiquement parlé durant la production. C'est quelqu'un d'un peu mystérieux qui est pas facile à rejoindre au téléphone et tout. Euh, par, par contraste, par exemple, là, je travaille avec Rick Remender, on fait quelque chose chez Image. Puis Rick, c'est un parleur, là, fait que c'est des sessions de Skype qui en finissent plus, puis on va discuter de l'image, de l'histoire ensemble, puis c'est une création commune, fait que c'est vraiment de la discussion, puis ça finit plus. Avec Scott Snyder, par exemple, sur Swamp Thing, au début, il y avait un script assez précis, mais il y avait beaucoup de sessions où on se parlait. Je me rappelle, il y a un Swamp Thing, le numéro 7, numéro 8, où, grosso modo, c'est Swamp Thing qui attaque plein de monstres, qui s'en va sauver sa dulcinée, là, mais il y a comme une espèce de mer de monstres à passer à travers avant. Euh, J'avais tout simplement proposé, ben, check, écris rien. Puis, on a 22 pages, et je vais faire du Lord of the Ring. Là, je vais faire Swamp Thing qui se ramasse des monstres, à travers des pages de monstres. Puis j'ai fait ça en premier, puis après ça, Scott est allé faire un dialogue par-dessus, basé sur une discussion. Fait que ça dépend vraiment des personnalités. Il n'y a pas vraiment de règles. Le script peut être extrêmement pointueux. Moi, je serais pas à l'aise avec ça, mais certains auteurs sont comme ça, ou peut être extrêmement vague. On parle, mettons, comme tantôt, on parlait de Swamp Thing, puis moi, je vous disais, quand je regardais une page, pour moi, c'était une œuvre d'art. Ça peut prendre combien de temps faire une page? Pour moi, je suppose que dans le jargon du comique, on appelle ça une planche. Ça prend combien de temps faire une planche? Ça dépend. Moi, j'ai fait des pages qui n'ont rien dessus. Ça va vite. Mais j'essaie de limiter ça à une page par jour. OK. Pour faire du mensuel, c'est pratiquement le minimum, là. Ouais. Fait que du mensuel, tu as 22 pages par mois. Bon, là-dessus, il y a les fins de semaine. Là-dessus, il va peut-être avoir une ou deux pages qui sont vraiment chiantes. Puis là, ça va prendre 2 jours. Fait qu'une page par jour, habituellement, c'est un rythme qui est un bon rythme pour faire du mensuel. Maintenant, bon, je suis un peu plus vieux, mais mon travail est un peu plus raffiné. Je prends mon temps, je voyage, tout ça. Fait que je suis plus proche de 3 pages par semaine, peut-être, OK. à peu près. Ouais, Donc, mais pour une couverture, j'essaie de faire ça en 2 jours. Ça limite un peu, là. donc les Le plus mensuels. simple, souvent, c'est une image, tout simplement. Ouais, donc les mensuels, pour vous, c'est fini. Ah, ben c'est trop casse-cou. Oui, oui, c'est ça. Et, Hein. moi, je lisais de la bande dessinée européenne quand j'étais jeune, puis les gars prenaient 1 an, 2 ans, faire 44 pages. Fait que c'est sûr que, à un moment donné, c'est parce que ça devient uniquement des questions, des sacrifices de ta vie personnelle, de tes temps libres et tout, mais ça devient aussi artistiquement taxant. Là, tu fais, ah ben là, je peux pas me permettre de faire cette scène-là de la façon que je la vois. Ça va être trop long à faire. Fait que je vais prendre des shortcuts, je vais couper les coins ronds, je vais trouver une façon. Honnêtement, il y a quelque chose de bien là-dedans. Dans les premières années, tu apprends à dessiner une foule en mettant comme des personnages en avant-plan super grands, super immenses qui prennent tout l'espace. Puis entre eux, tu fais des petits personnages, ça donne l'illusion d'une foule. Il y a plein de trucs comme ça pour sauver ta vie qui, étrangement, des fois, c'est la meilleure façon de dessiner une foule plutôt que de faire plein de petits micro-bonhommes à perte de vue. Fait que être confronté à devoir optimiser dans le temps
artistiquement, on m'a permis de trouver des trucs intéressants que maintenant que j'ai tout le temps, ben, j'utilise quand même. Mais souvent, je me suis ramassé dans une position où est-ce que, ah ben là, mes ambitions artistiques vont passer. Je vais être obligé de canaliser ça autrement parce que là, j'ai juste pas le temps de le faire. Puis Ben, bon, quand je faisais mon premier mensuel, c'était Wonder Woman des années 90. ouais. J'apprenais encore à dessiner à ce moment-là. Puis il y avait des trucs qui étaient difficiles encore pour moi les pieds, les mains, tout ça. Euh, mais c'était un mensuel. Fait que je travaillais en panique continuellement. C'était pas agréable du tout. Je faisais des crises de panique. Je dormais plus. En tout cas, c'était monstrueux. C'était monstrueux. Puis ça a été clair pour moi, après mon premier mensuel, que mon but de la vie, c'était de faire la BD américaine, mais sur des projets spéciaux. Donc, des mini-séries, des trucs qui ont plus de temps, puis que c'est pas un suicide comme le mensuel, là. Et en plus, connaissant votre souci du détail, ça devait être difficile d'avoir une vue personnelle avec ça parce que, comme vous êtes un créateur, je suis à peu près certain que même quand vous ne travaillez pas, ça travaillait dans la tête. Ouais, ouais, continuellement. C'est un bon point aussi parce qu'il y en a des artistes dont le langage graphique est simple. Je pense à des gens comme John Romita Jr., par exemple, qui a un style ultra efficace, ultra simplifié. Et lui, faire 22 pages par semaine, c'est réaliste, là. Puis, de l'autre côté, à l'opposition, il y a des artistes comme, disons, Jeff Darrow, qui sont monstrueusement détaillé. Là. C'est la joke, là, puis c'est le plaisir aussi de regarder du Jeff Darrow. Puis lui, évidemment, ne peut pas faire du mensuel. Fait que c'est pas une question de c'est qui est capable de faire du mensuel, c'est pas une question de paresse ou de discipline. Souvent, le langage artistique, c'est le plus gros facteur. Puis moi, je sais pas pour quelle raison, ma personnalité peut-être, je m'étais peinturé dans un langage artistique qui était juste plus compatible à un moment donné avec le mensuel, là. C'était invivable. Yannick, on vous a donné dans votre carrière la chance de dessiner des gros personnages, que ce soit Batman, Superman, Wonder Woman, Swamp Thing, les X-Men, des choses comme ça. Y a-t-il une certaine pression qui s'installe sur Yannick Paquette au moment où est-ce qu'il se fait remettre un personnage populaire et connu? Là? Je veux dire, c'est un personnage un icône du comic book américain. Pas vraiment. Pas Non? vraiment. Je dirais peut-être en début de carrière, ou tout début, là, la première fois que j'ai travaillé chez DC, il y avait de la pression. Mais après ça, bon, ça devient, c'est la job, là, fait que ça m'impressionne plus de dessiner ces personnages-là du tout, là. Je me rappelle à mi-carrière, quand j'ai commencé à travailler avec Alan Moore, par exemple, les premières quelques pages que j'ai fait pour lui, là, je me mettais de la pression, pas parce que c'est des personnages, c'est des personnages inconnus d'ailleurs, mais c'était parce que c'est un écrivain que j'admire énormément. Puis là, il y avait comme une pression, mais ça dure 3, 4 pages, puis après ça, ben, t'es en business, là, faut juste percer l'abcès ou voir que tu es capable de survivre à ce défi-là, puis après ça va bien. Pour les personnages de DC, Marvel, à un moment donné, ça devient du pareil au même, puis c'est vraiment plus un défi. C'est une question qui revient souvent, ça, parce que pour les gens, ça semble impressionnant. Ah, tel personnage, ou tel. euh, mais quand tu es assis, c'est graphiquement, c'est pas plus un défi de dessiner Batman qu'un personnage complètement inconnu avec une cape la nuit, là. Ouais. Ça devient. Graphiquement, c'est les mêmes exigences. Euh, c'est quoi vos outils de travail? Parce qu'on parle de ce que vous avez réalisé, mais quand vous travaillez à la résidence ou dans votre studio, vous utilisez quoi exactement comme outil de travail? Ouais, ben, j'ai changé pas mal. En début de carrière, ben, au début de carrière, j'étais seulement un penciler. Fait que je faisais pas d'ancrage. Je pencilais papier. Donc, on travaille sur 11 par 17. C'est une espèce de. Qui va être après ça réduit format comique. Mais donc, sur une 11 par 17, je travaillais avec une table lumineuse, je faisais un rough. Puis ça, je mettais mon papier final par transparence avec la table lumineuse. Là, je pouvais voir mon rough puis crayonner là, une version finale pour ça, qu'elle a ensuite été ancrée par quelqu'un d'autre. C'était ma façon de faire pendant j'ai envie de dire, les 10,
15 premières années. À partir de Swamp Thing, je me suis acheté une tablette Cintiq. Donc, c'est une tablette sur laquelle c'est un écran d'ordinateur, tout simplement, avec un stylet, puis tu dessines directement sur la tablette. Donc, ça fait aucune différence, en fait, pour le- juste la façon de dessiner. Là, tu dessines, au lieu que ce soit un papier, ben là, c'est rendu un écran. Mhm. Euh, pour tout mon travail intérieur, les pages intérieures, c'est encore ça. Je suis encore à la Cintiq. Il y a un contrôle là-dedans qui est intéressant. Tu peux faire, si tu fais des erreurs, tu peux revenir tu peux revenir en arrière avec CTRL Z Ouais. ou pomme Z, là, dépendant de l'interface. Fait qu'il y a quelque chose de sécurisant là-dedans. Puis ça m'a permis aussi de développer mon ancrage. Ancrer, c'est toujours c'est épeurant au début parce que, ben, crayonner, tu fais une erreur, tu t'effaces, puis pas de problème, mais ancrer, il y a quelque chose d'un peu plus permanent là-dedans. Tu peux mettre du blanc là, par-dessus, là, du gesso ou quelque chose, du white-out, mais il y a une limite. Tu peux pas faire ça indéfiniment. À un moment donné, ça devient une croûte qui est plus travaillable. Mhm. Fait que les bons encreurs, habituellement, ils font rarement des erreurs ou ils vont revenir des petites touches de blanc juste léger. Fait qu'il y a une espèce de... C'est un peu du cirque, là. Je vais réussir à ancrer sans tout détruire mon beau crayonné que j'avais fait. Pour moi, c'est accompagné de beaucoup de pression à ancrer. En digital, évidemment, ça me permet d'essayer de mettre d'ancrer n'importe comment, puis s'il y a des erreurs, je peux recommencer. Il n'y a plus de problème d'effaçage du tout. Et ça m'a permis de construire une confiance personnelle où maintenant, je peux me permettre d'ancrer aussi sur les pages. Alors, après la COVID, le marché de la vente de l'original a explosé. Il y a les collectionneurs qui sont prêts à payer quand même de façon très substantielle pour les couvertures surtout. Me demandaient, bon, cette couverture-là, est-tu encore disponible? Puis il n'y avait rien qui existait. Tout avait été fait sur la Cintiq. Fait que là, je suis revenu papier, puis maintenant, je manque papier juste seulement pour les couvertures. Je fais des couvertures pour DC, Marvel et tout le monde, là. Fait que je fais ça sur papier. Mais ça m'amène à ma prochaine question parce que j'allais vous demander, parce que je savais que là, vous faisiez de plus en plus de couvertures. Mhm. C'est pas comme faire du dessin traditionnel sur un comic où vous avez une histoire à raconter. C'est quoi comment je pourrais dire, le travail qu'il y a derrière la conception d'une page couverture? Ouais, ben moi, j'essaie quand même de raconter une histoire à travers une couverture. Ben, des fois, c'est juste une image iconique, puis bon, c'est ça que tout le monde est content, l'éditeur est content, tout le monde est content. Euh, mais souvent, j'essaie de créer une petite situation, là. Pas de dialogue, parce que ça fait vieux jeu sur une couverture, là. Il y a eu une époque où il y avait ça, il y avait des dialogues des années avant les années 80, disons, là, Ouais. il y avait des dialogues sur les couvertures. Maintenant, c'est plus des illustrations. Fait que j'ai approché comme une illustration, mais souvent, ça raconte une histoire, l'illustration. La façon que ça fonctionne, c'est que l'éditeur, il y a deux types de couverture maintenant chez DC et chez Marvel. Il y a la couverture régulière euh, qui, qui a un lien avec l'histoire dans le comic. Fait que disons, ce mois-là, le super-héros se prend contre un certain vilain, ben là, le vilain va être sur la couverture aussi, puis on va voir une scénette pour annoncer un peu ce qui se passe dans l'histoire. Et il y a aussi des couvertures alternatives. Ça, les couvertures alternatives vont pas nécessairement avoir avec ce qui se passe dans l'histoire. C'est des images iconiques, Batman sur une gargouille, par exemple, ça, peu importe ce qui va se passer dans ce numéro-là. C'est une façon pour DC Marvel de mousser les ventes. Maintenant, tu peux acheter un comic, mais ça vient avec le cover régulier, mais aussi avec peut-être 3, 4. Des fois, il y a eu des comics avec 50 couvertures différentes. Là, les collectionneurs fous, ben là, ils vont acheter, je vais acheter telle couverture, puis là, ça permet de vendre plusieurs fois le même comic. Puis ça fait des chiffres de vente hallucinants, là. Mhm. Fait que c'est une espèce de petite stratégie. Puis il y a des collectionneurs de couverture uniquement, puis c'est ça, on s'adresse à ce marché-là. Si c'est la couverture régulière que je fais, comme ces temps-ci, je fais la couverture régulière sur Power Girl. Fait que chaque mois, je sais que je dois faire la couverture. Donc, avant, l'éditrice va m'envoyer un petit résumé de ce qui se passe dans le livre pour ce mois-là. Moi, je vais générer une image. Chez Marvel, ils demandent de générer plusieurs options, mais je suis rendu trop vieux. C'est une option dans mon cas. J'ai pas le temps de niaiser. Fait que une option, qui est ma proposition d'image.
Puis là, eux autres, ils vont la faire approuver à l'interne. Tout ça, ça se passe en une journée. Là. J'envoie mon image le Mhm. matin, il approuve ça, puis le soir, il me dit c'est beau, c'est bien beau. Mon image, c'est un brouillon, là, c'est rough. Là. Des fois, je vais mettre un peu de couleur quand c'est pas clair ce qui se passe. Mais c'est vraiment très, très rough. Juste un concept. Puis après que c'est approuvé, ben là, moi, je dessine ça, puis ça prend une journée à dessiner, puis c'est fini. Mais c'est ça, c'est l'éditrice qui initialement fait me fait un résumé, puis je me base là-dessus. Puis, veux pas, si vous faites un cover, puis que vous vivez maintenant, peut-être pas majoritairement des covers, mais vous en faites beaucoup, c'est quand même très lucratif parce que je sais que quand, comme, mettons, un dessinateur va faire une bande dessinée qui va travailler tout le mois, oui, il y a de la pression, mais probablement que l'argent est là. Mais quand on fait des covers, je fais juste penser à Alex Ross. Alex Ross ne vit quasiment que de ça. Quelque part, Mhm. il doit avoir un montant supplémentaire. Ouais, les couvertures, tu charges plus cher pour des couvertures. Oui, c'est ça. Puis ça prend moins de temps à faire. Fait que c'est vraiment, c'est fantastique. Ouais. Euh, mais C'est le meilleur des deux mondes. c'est le meilleur des deux mondes. Fait que pour ça, j'en fais beaucoup. Cela dit, je continue à faire des pages intérieures. La majorité de mon temps passe à ce projet que je fais avec Rick Remender, qui n'est pas annoncé. Là, fait que, c'est 12 numéros, fait que Mhm. ça va me prendre un temps assez considérable, là, mais quand ça va être prêt, ça va être prêt. Puis c'est des pages intérieures ultra chargées et baroques. Là. Mais sinon, je montre à tout le monde que je suis encore vivant en faisant tout simplement des couvertures pour tout le monde, en fait, pour DC, Marvel, Boom. J'ai beaucoup d'amis qui ont parti leur série chez Image, fait on fait les covers pour un et pour l'autre. Et je fais un cover pour mon ami Mahmoud Asra, il va me faire un cover en retour, bon, tout ça. Fait que Yannick c'est une période Paquette, très cool. ben oui, Yannick Paquette, c'est un dessinateur, donc c'est un travailleur autonome. Et est-ce que de gagner sa vie avec l'univers du comic, c'est quelque chose d'aisé ou c'est quelque chose de complexe? Je pense que ça dépend vraiment de. Moi, je connais des gens qui ont des difficultés à arriver, qui ont d'autres jobs. Euh, Moi, ça va, je pourrais dire très bien, quand même. Fait que, ça dépend vraiment. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas de. Je pense en général, c'est plutôt casse-cou, Mhm. en vérité, là. Pour le commun des mortels, c'est casse-cou. Pour quelques chanceux comme moi, ben, ça va plutôt bien. Fait que je sais que la bande dessinée canadienne, québécoise, tout ça, ben, puis même européenne, c'est difficile. La plupart des Mhm. gens qui font de la BD, à part trois, quatre grands noms en Europe, ben, ils ont besoin d'un travail d'appoint, là, parce que les ventes, c'est plus ce que c'était. Puis à part si tu fais Astérix, ça devient difficile d'arriver. En BD américaine, il y a toujours moyen, si tu travailles fort, de t'en sortir. Mais c'est un struggle pour certains. Moi, j'ai l'avantage de vivre à Montréal. Bon, le coût de la vie, c'est pas comme si je vivais à Los Angeles ou quelque chose du genre. Mhm. Mais j'ai des collègues qui habitent aux Philippines, puis probablement avec le taux de change et tout, ils sont capables de faire vivre le village là-bas avec ça. Fait que tu sais, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Euh, Il y a pas de règle. Dans le domaine du cinéma, on voit souvent, bon, un réalisateur, un producteur, même un acteur, on a des cotations sur, mettons, les box-office des films et tout ça. Est-ce que c'est la même chose pour l'écrivain, le dessinateur? Est-ce que quand un comic se vend, vous avez une redevance qui vous revient? Est-ce que quand il est mis dans un recueil, encore là, vous avez des redevances ou c'est vraiment, vous êtes payé pour un contrat, puis après ça, l'argent reste tout à la compagnie? Non, non, on a des droits d'auteur. Probablement pas, enfin, je vais dire pas vraiment pas comme en Europe, mais la situation en Europe, elle va tellement mal que je pense que les droits d'auteur sur Batman rapportent beaucoup plus que les droits d'auteur sur un album européen, là. Ouais. Batman, ça se vend 80 000 copies, peut-être des fois 100 000 copies. Euh, le pourcentage il est minime là, sur le revenu, mais dans ces volumes-là, ben, ça fait que tu touches de quoi. Fait que peu importe, si c'est réimprimé, si c'est pas pour la couverture, mais pour le travail intérieur de page. Mhm. Euh, Moi, bon, ça fait longtemps que j'ai pas rien fait chez DC. Pour au moins 2, 3 ans, j'ai pas dessiné des pages intérieures chez DC, mais je reçois toujours d'argent de mon travail que j'ai fait à travers les années, là. 3, 4 fois par année, je reçois mes chèques de redevance.
On est associés à notre travail. OK. L'écriture, c'est quelque chose qui vous intéresse? Je veux dire, de réaliser une œuvre complète, là, écriture et dessin, c'est-tu quelque chose que Yannick Paquette aimerait ça un jour faire? Oui, peut-être. Ça fait partie des plans de match éventuellement dans les prochains 10 ans. J'ai été assez chanceux de travailler avec des écrivains qui sont fantastiques. Donc, bah, je me suis jamais senti trop la pression de devoir faire une histoire de mon côté. Il y a peut-être aussi la barrière de la langue. Je suis assez bilingue quand même. Ça fait des années que je travaille pour les Américains. Fait que mon anglais, il est bon, mais au niveau de l'écriture, pour le dialogue, tout ça, peut-être que je vais avoir besoin d'aide un peu. Fait qu'il y a peut-être cette petite affaire-là qui me ralentit. Mais j'ai des plans pour éventuellement faire quelque chose, probablement à travers DC même. Écoutez, on le sait, puis je le vois à travers ce que vous me dites, quand vous faites du dessin, c'est une passion, c'est quelque chose que vous aimez faire. Quand on gagne sa vie de sa passion, normalement, c'est le plus beau rêve que n'importe quelle personne peut avoir. Mais de faire ça tous les jours, à un moment donné, ça devient épuisant et fatigant. Comment qu'on trouve une motivation ou sa motivation d'embarquer dans son travail lorsqu'on a un deadline, mais que là, ça fait comme peut-être, bon, écoutez, vous avez des conventions en plus de ça, vous avez, mettons, des couvertures à faire pour plusieurs compagnies en même temps, vous devez avoir peut-être un comic à faire également régulier quelque part. On a tellement de travail sur sa planche qu'à un moment donné, il y a peut-être des journées où Yannick Paquette, ça ne tente juste pas de s'asseoir sur sa chaise devant devant sa planche de travail puis de commencer à travailler. C'est quoi la motivation qui va faire que Yannick Paquette, il va se botter le derrière puis dire, sais-tu quoi, ça me tente pas, mais let's go, on y va pareil. C'est le deadline. Honnêtement, je suis comme n'importe qui. Si le deadline n'est pas j'ai encore du temps, il est très possible que je fasse rien. Hein. Il faut que je me sente acculé au mur, obligé, absolument. Mais il y a aussi un peu de discipline. Pour les couvertures, j'essaie de les faire assez rapidement parce que je sais que s'il y a un problème, bon, je veux pas être trop acculé au mur avec les couvertures. Ouais. Fait que me prends d'avance. Mais, mais c'est ça. Moi, je dessine je dessine plus pour le plaisir, comme entre des contrats. Quand je dessine, c'est parce il y a une obligation, le temps, il faut que ça soit livré à telle date, puis il faut que ça soit fait, puis je suis toujours un peu dans la marde. Fait que bon. Mais, tu sais, j'ai des collègues qui, après avoir fait leur journée de travail, bon, là, on va faire un peu de dessin pour soi-même, tu sais, des projets personnels. Moi, j'ai pas cette énergie-là, là. Je donne tout ce que j'ai juste pour m'en sortir, pour que les deadlines soient rencontrés, puis après ça, ben, c'est fini. Cela dit, ça reste un plaisir. Tu sais, moi, je m'assieds, j'écoute de la musique, je dessine. Je peux pas dire, je suis pas à plaindre, là. Uh-huh. Un beau travail. Mais une fois qu'on arrête de travailler, comment qu'on fait pour changer les esprits puis pas penser à la job? Parce qu'il faut faire ça à un moment donné, sinon on va virer burn-out à l'intérieur de la tête, là. Ouais, ben moi, je voyage beaucoup quand même. Je profite entre autres, je profite du fait que j'ai des conventions, fait que ça me permet de me promener. Ce mois-ci, au début du mois, j'étais en Afrique du Sud pour une convention, mais j'ai tiré ça, j'ai fait un safari. La semaine passée, j'étais en Belgique. Il y a beaucoup de voyages à travers tout ça, fait que ça devient ça mon trip. Sinon, moins ces temps-ci, mais j'écrivais beaucoup de la musique classique, là, des quatuors à cordes, des trucs. Ça devient une autre activité artistique qui, d'une certaine façon, complémente le dessin, en ce sens que, à un moment donné, j'ai découvert que j'étais artistiquement la même personnalité et en dessin et à l'écriture en musique. Je suis baroque dans les deux cas. J'aime ça quand c'est dense harmoniquement, puis j'aime ça quand c'est dense au niveau du détail. Bon, il y a comme des liens de parenté. Puis j'ai trouvé ça assez fascinant. Fait que, des fois, quand j'avais des évolutions en dessin, bizarrement, ça se transposait aussi en évolution en écriture musicale. Puis ces deux passions-là ont comme évolué en tandem, en se répondant un l'autre. C'est un peu étrange, là. Mais là, ces temps-ci, j'ai comme pas tant le temps d'écrire de la musique. Fait que faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Ça fait partie des listes. Mais je voyage, je trouve. Fait que le voyage a remplacé, en fait. Le voyage doit dire convention dans la majorité du temps. Est-ce que vous aimez Ouais, ça, je faire des dirais. conventions?
Oui, c'est le fun, c'est le fun. Ça permet de rencontrer le public. En 2019, j'avais eu une saison épouvantable. C'était comme pratiquement chaque mois une convention. Puis là, je me disais, ah, ça n'a pas de bon sens, faut que je prenne un break. Là. Faut que je reste chez nous, puis je dessine. Puis c'était bien trop épuisant les conventions. Puis là, la COVID est arrivée, puis il Ouais. n'y avait plus de conventions de toute façon. Euh, mais éventuellement, euh, en 2020, ça, j'ai commencé à sentir, ah, je m'ennuie de un peu se rencontrer les gens, rencontrer les collègues, mais aussi dessiner, ça peut être un travail très solitaire. T'es chez vous, t'es comme t'as pas de contact très humain, là, c'est t'es dans ta bulle pas mal. Puis à un moment donné, j'étais pris dans des trips existentialistes de pourquoi même je dessine, c'est quoi le but, tout ça. Tu sais. Au moins dans les conventions, ça te rappelle que nous, il y a des fans qui sont excités, qui attendent le travail, ça rend tout l'effort un peu plus réel et justifié. Puis, justement, quand on se retrouve dans plusieurs conventions, comme tantôt vous disiez, vous aviez une convention par mois, on fait comment pour jumeler le travail avec les conventions? Parce que veut pas, les conventions vous prennent non seulement du temps, mais ça vous prend énormément d'énergie, là. Ouais, ben des fois je travaille sur la route. Là. J'ai fait les layouts dans l'avion. Là. OK. Honnêtement, c'est à peine lisible. On dirait que c'est du chinois, mais je vais me retrouver un peu. Mais sinon, moi, ben, à l'âge que j'ai, puis les projets que je choisis, euh, c'est plus aussi dense qu'avant, c'est plus du mensuel. Fait que ça me permet, ça crée l'espace Ouais. pour vivre, pour faire d'autres choses en vie que uniquement travailler en forcené. Ça, c'est un choix personnel. Il y a des gens qui choisissent toujours de faire. Probablement que financièrement, c'est encore plus intéressant, mais moi, je m'en tire quand même bien en jumelant et vivre et dessiner et voyager. En tout cas, c'est une espèce de trip d'équilibre. Là. Pour l'instant, ça fonctionne. On parlait de la COVID tantôt. Le marché du comique a changé un peu avec ça. Les compagnies se sont ajustées. Il y a eu des gros branle-bas de combat. Comment on s'est adapté à tous ces changements au niveau du marché? Ouais, ben moi, ça n'a pas vraiment d'impact. Ça, c'est vraiment plus le département de la distribution des comics, entre autres, qui ont changé. Moi, je reçois mon script puis j'essaie de faire une histoire. Souvent, je vais perdre de vue le marché. Tu sais, ça devient, je dessine pour moi, je me fais mon histoire pour moi, puis c'est ça mon trip, là. Mhm. Fait que je m'adapte pas tant à la réalité à l'extérieur, là. Puis c'est l'avantage de faire des comics parce que tu peux prendre ces risques-là. Je regarde souvent des trucs à Hollywood où il y a tellement d'argent, tellement de ressources investies là-dedans qu'on essaie de limiter, on va pas prendre des chances, puis on est très à l'affût de comment le marché réagit, qu'est-ce que le monde veut, puis essayer pour pas se planter parce que sinon c'est des millions et des millions en jeu. Moi, je peux me permettre plus facilement de m'amuser sans qu'il y ait trop d'impact. Fait que je fais les affaires pour moi. Moi, je pense que c'est le meilleur guide. Dans toute entreprise artistique, si je pense que c'est ça c'est la façon la plus sincère d'approcher ça. C'est je suis mon premier public, je fais mon affaire pour moi en espérant qu'il y a d'autres gens comme moi qui aimeraient ça. Tu sais. Mhm. Ben, Si je commence à me trahir moi-même, mais là, il y a tu sais, que ce soit honnête. ouais, puis il y a aussi le fait que, veut pas, ceux qui. Bon, je pense juste à DC ou Marvel qui étaient à New York avant, puis que les dessinateurs, il y en avait qui travaillaient dans les bureaux. Vous, déjà de Mhm. Montréal, vous travailliez par le numérique, donc vous étiez déjà par Internet. Vous aviez déjà cette facilité-là avant que la COVID frappe, là. Ouais, ouais. Puis même avant l'Internet, je dirais, dans l'ancien temps, là, avant Ouais. l'Internet, c'était par FedEx. Moi, je faisais ma page, mon crayonné. Je m'en créais pas à l'époque. Je faisais mon crayonné. J'en faisais comme 5 6 10 pages d'accumulé. Après ça, je faisais venir le gars de FedEx au studio. Je mettais ça dans une boîte FedEx, les 11 par 17. Puis il allait porter ça à New York d'abord. Le New York approuvait les pages. OK, c'est beau, parce qu'il savait pas c'était quoi. Je numérisais pas rien, là. Mhm. Puis il approuvait que les pages il y avait du bon sens. Là, il envoyait ça par FedEx à l'encreur. Des fois, l'encreur était partout dans le monde. Là. Moi, j'ai travaillé avec des gens à Londres. Là. Mark Farmer était à Londres. Fait que là, ça envoyait ça à Londres. Mark Farmer ancrait ça, envoyait ça. Avant, ça passait par le lettreur qui était peut-être quelque part d'autre aux États-Unis. Là, la page voyageait, physiquement voyageait par FedEx. Ça coûtait probablement une fortune juste en FedEx. Maintenant, évidemment, tout se fait digital. Là. Ouais. Même ceux qui travaillent pas sur la Celtic, qui travaillent papier, vont tout simplement scanner leur truc puis uploader ça sur les serveurs de Marvel DC. Euh, Même un peu avant la COVID,
Il y avait des éditeurs qui travaillaient même pas dans les bureaux, là, qui travaillaient. Après la COVID, c'est encore pire, là. Puis pendant, tout le monde faisait ça, mais un éditeur, dans le fond, ça a juste besoin de prendre ses emails, puis regarder les pages, puis dire que ça a du bon sens, puis éteindre les feux quand les feux pognent. Fait que ça n'a pas besoin d'être en bureau, là, nécessairement. Puis bon, s'il y a une réunion à faire, ben, ça fait ça sur Skype en groupe. Euh, fait que ça a changé pour eux. Mais pour moi, je suis encore chez nous tout seul à dessiner. Ça change pas grand-chose. En fait, même, je te dirais que durant la COVID, ça a permis à tout le monde sur la planète de vivre comme un dessinateur de comics, en fait. Ouais. Pour moi, ça ne changeait rien, mais ça a changé pour les autres. Ouais, c'est beau. Le numérique, on va en parler du numérique qui est arrivé à un moment donné. Est-ce que ça facilite le travail ou ça cause plus de problèmes? Puis là, je vais parler, mettons, au niveau la perte de contrôle de produits parce qu'il y a des downloads illégaux, le produit se vend peut-être moins qu'il se vendait avant, votre pourcentage sur les ventes de comics a peut-être été au niveau rentrée d'argent diminué à cause de ça. Est-ce que le numérique, pour vous, est plus un problème ou à cause de la facilité qu'il vous donne pour votre travail, c'est plus un bon acquis? Ouais, ben c'est sûr que moi, pour dessiner en numérique, pour dessiner des pages intérieures, ça permet d'être le control freak absolu que je suis, puis changer des affaires, changer des petits détails, bouger un personnage un peu à gauche, à droite, sans voir à le redessiner au complet. Fait que ça, c'est fantastique. Fait que, au niveau de dessiner des pages intérieures, et honnêtement, même dessiner les couvertures, je me sacrifie à le faire à papier juste parce que il y a un marché pour les originaux, puis c'est la pas du gain. Mais honnêtement, je ferais tout numérique. Artistiquement, j'ai l'impression que je serais plus accompli. Cela dit, c'est ça. Au niveau de la distribution, même avant à partir que l'Internet a existé, des gens ont commencé à s'échanger de l'information. Des comics, ce n'est que de l'information. Si tu scannes ton comic physique, avant même quand c'était pas numérique, les comics, ben là, il devient numérique, puis là, ça permet de distribution. Mais moi, j'aime ça penser un peu comme ce qui s'est passé en musique, par exemple. À un moment donné, il y avait eu, comme j'avais lu quelque part, où il y avait eu une analyse sur un iPod d'un ado X. Là. Il avait regardé le nombre de musiques qui avait été downloadées illégalement là-dessus. Puis là, les compagnies de musique, c'est bon, juste avec ce gars-là, on a perdu comme 170 000 parce que tous ces albums-là n'ont pas été achetés. C'est sûr et certain que cet ado-là n'aurait pas dépensé 170 000 s'il ne les avait pas downloadés illégalement. Là. C'est sûr. Ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis à cette information-là d'être disponible. Puis peut-être qu'il va devenir fan d'un artiste, mettons Taylor Swift, mettons. Puis là, l'intérêt, c'est bon, tu downloads tout illégalement Taylor Swift parce que c'est juste de l'information, mais si tu deviens un fan puis que tu veux embrasser absolument ton fanhood, ben là, il faut que tu ailles au concert. Puis là, c'est là que Taylor Swift va faire son argent. C'est pas tant sur la vente pas tant sur la vente d'albums physiques que l'expérience que là, tu peux pas downloader ça, faut que tu sois là, bon, tout ça. Les conventions ont comme un peu créé une situation similaire. Fait que, ultimement, là, si quelqu'un allait dans une boutique, puis là, c'est horrible parce que j'ai des amis qui ont des boutiques de comics, puis j'espère qu'ils écouteront pas. Ben, si quelqu'un achetait tout ce que j'ai déjà fait en boutique, par exemple, bon, toutes les trades de tous les comics que j'ai fait. Par le temps que l'argent percole, bon, à travers la boutique, après ça, à travers Warner Brothers, puis bon petit pourcentage sur tout, probablement que j'ai 1,50 sur l'ensemble de ma vie, là, de ce que j'ai fait ever. Fait que moi, j'ai comme tendance à dire, ben, downloader tout illégalement, devenir un fan, venez me voir en convention, puis acheter un print à 20$, puis genre, fait. Plus d'argent. Ben, donc, ça plus d'argent. Ça devient comme un outil de promotion. Oui. Et ultimement, puis bon, les compagnies, évidemment, eux autres, ils vendent des livres, mais il fut une époque où DC Comics était... évidemment, tout ça, faites pas ça, en passant. Là, c'est vraiment dommage c'est dommageable pour les commerçants qui essaient de vendre des comics, qui sont quand même un morceau important du rouvage. Il fut une époque où DC Comics considérait... Warner Brothers considérait DC Comics comme du research and development. Fait qu'il n'y avait pas une obligation de profit nécessairement, où
il invitait des artistes à dessiner Batman, Superman, Wonder Woman, créer des concepts dont l'intégrité des droits appartenait à Warner. Pour pas si cher, au fond. Fait que, oui, tu vends les comics, ça finance à peu près ça. Ça finance les artistes qui ont travaillé là-dessus, avec peut-être des fois un profit, des fois une petite perte, c'est pas si grave, mais tous les droits, tous les concepts, toutes ces affaires-là, t'es en dans ta banque, puis là, tu peux faire des films, tu peux faire des séries TV, puis là, tu fais ton vrai cash avec ça, basé sur le travail de gens que tu as pratiquement sous-payés. Si on me demandait, moi, de travailler sur le film de Swamp Thing, puis trouver des concepts graphiques pour Swamp Thing, je vais charger bien plus cher que ce que j'ai fait en comique, parce Mhm. que c'est Hollywood, mais ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont déjà tout. Ouais. Je les ai déjà fait en comics. Fait comme une espèce de logique de comment exploiter cette situation-là là-dedans. Fait que, à cette lumière-là, le fait que les gens vont devenir des fans de personnages, peut-être à travers de façon illégale, comme ça, vont s'acheter des t-shirts de Wonder Woman, vont aller voir les films, tout ça, euh, ou vont être excités par le personnage, ça va donner des moyens de générer de la publicité. Il y a comme plein d'autres façons de faire son cash que uniquement vendre l'information qui est BD, là. Yannick, on va finir avec des petites questions rapides. All right. Avec quelle compagnie avez-vous le plus aimé travailler? Probablement DC, de loin. Marvel, c'est bien aussi, mais c'est plus du court terme, Marvel. Ils vont préparer un projet, puis il faut qu'ils en ont besoin dans 2 semaines, un mois, max 3 mois dans le futur, c'est déjà le futur éloigné. DC te permet de travailler sur des projets en disant, ben, t'as comme 2, 3 ans, enjoy ta vie, puis ça fit plus avec mon caractère. Oui, puis j'avais entendu parler que DC aussi, ils voient beaucoup à l'avance leur univers, contrairement à Marvel qui semble Ouais. réagir beaucoup plus à ce qui se passe. Ouais, je pense que ça vient de l'époque où Marvel faisait faillite, à la fin OK. des années 90, où ils ont développé cette espèce de façon de faire-là, parce qu'évidemment, tu payes des gens pour te faire des comics, il faut que tu les vendes pour pouvoir survivre tout Mhm. de suite, là, parce que t'as pas tant d'argent. Tandis que Warner Brother et la relation de Warner Brother avec DC, bah, c'est pas grave, la cuve est pleine, il y a plein d'argent dans le système. Et aujourd'hui, c'est plus justifié parce que Disney possède Marvel Mhm. après la faillite. Fait que Disney, ils peuvent se permettre là, de payer des projets qui vont prendre 3, 4 ans à dessiner, puis après ça, commencer à générer du profit après ça. Mais ils ont gardé la même mentalité pas mal, là, que tout est à court terme, là. Il y a moins de projets spéciaux chez Marvel, des mini-séries, des graphic novels, des trucs un peu flyés. Il n'y a pas ça, tandis que chez Marvel, tandis que chez DC, il y en a plein, là, Mhm. des trucs un peu spéciaux, des mini-séries, puis des formats prestige et tout. Businessment parlant, quelle compagnie avec laquelle vous avez eu le plus de plaisir à travailler Ah, ben c'est DC aussi? pour les mêmes raisons. Cela dit, tu sais, les éditeurs qui travaillent chez Marvel, moi je travaillais, quand je travaillais chez Marvel, je faisais Gambit mensuel avec Mark Martz, qui était mon éditeur. Il a quitté, il est allé chez DC. Pour ça, 2 ans après, moi j'ai quitté, puis je suis allé chez DC, puis c'était encore mon éditeur, mais sur Batman. Fait que ça change pas grand-chose. Même les relations, Mhm. c'est les mêmes personnes qui travaillent partout dans la même place. Le travail que vous avez aimé le plus faire? Probablement Swamp Thing, parce que c'est quelque chose que je me suis très approprié. Je me sentais à ma place là, peut-être à cause de mon passé en biologie, tout ça. Fait que, moi, définitivement Swamp Thing. Le travail qui a été le plus difficile à réaliser? Ah, c'est dur à dire. Souvent, quand je dessine Superman, c'est chiant. OK. Parce que c'est une mixture, pour dessiner Superman lui-même, là, c'est une mixture en. C'est un acte d'équilibrisme. Tu veux le rendre gentil, tendre, aimant, puis convivial et tout, mais en même temps, il faut qu'il soit puissant, puis fort et tout. Fait que Batman, c'est plus simple, là. Tu peux le faire tough, puis il a l'air choqué tout le temps, puis il y a comme, ça fit. Superman, c'est compliqué parce que c'est ces deux affaires-là, tu veux le rendre à la fois une présence puissante, mais tendre aussi. Fait que c'est un défi un peu tout le temps. Puis les artistes dans le domaine du comique avec lesquels vous avez aimé le plus travailler? Euh,
J'ai fait une série avec... Ouais, probablement Grant Morrison, c'est intéressant. Mais là, honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir avec Rick Remender sur notre truc, là. Rick, c'est quelqu'un qui communique bien, c'est quelqu'un qui est passionné. Euh, mais évidemment, bon, c'est pas sorti encore. Ouais. Mais Jason Aaron, on a fait du Wolverine ensemble. Et chaque page de script, j'étais comme, wow, quelle bonne idée. Chaque page, chaque élément. Ah, puis c'est quelqu'un de fantastique aussi, là. Il est adorable, Jason. Puis, pour finir, si je vous disais l'avenir idéal du comic book pour Yannick Paquette à moyen et long terme, ça serait quoi? Bizarrement, je vais travailler de moins en moins. C'est mon but. Évidemment, le but ultime, c'est de travailler de moins en moins et de payer le plus pour le moins. Ouais. Je veux faire, non, utopiquement, là, je voudrais faire une page pour $1 million. Puis là, j'aurais plus besoin de travailler je fais une page par année. Le restant, je dépense l'argent. Sinon, je sais pas, peut-être que tranquillement, pas vite, l'écriture, ça devient. Si je peux passer à cette étape-là qui est un peu gênant, qui est un peu c'est une grosse marche, mais éventuellement, je pense que ça va être l'accomplissement parce que bon, j'ai déjà cannibalisé le travail d'ancrage. Cannibalisé parce qu'avant j'avais des amis qui Ouais. manqueraient, maintenant je vais volé leur job moi-même. Fait que c'est moi qui manque. Euh, Peut-être même ma propre couleur un jour sur certaines couvertures. Des fois, je m'aventure à faire ma propre couleur puis avec des résultats qui me satisfont. Je suis lent, puis c'est pour ça que je le fais pas souvent, mais quand je le fais, je suis quand même assez content. Fait que peut-être tranquillement, pas vite, prendre possession de tous les autres aspects de mon travail, avec le temps, évidemment, pour pouvoir le faire. Et bien sûr, écrire son propre comic. Éventuellement, ouais. Yannick Paquette, au nom de tous les fans du monde du comic book, un énorme merci pour votre travail, un énorme merci pour ce visuel incroyable que vous nous donnez à chaque fois que vous planchez sur votre travail. Et puis, un énorme merci de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui à l'émission. Je sais que vous avez un horaire hyper chargé, donc c'est encore plus... écoute, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici à l'émission et je vous remercie encore énormément. Mon plaisir. Merci beaucoup, Yannick. Bye. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.